Voilà. Alors, bonjour. Aujourd'hui, donc, c'est la présentation du métier de Monsieur Larcy, qui est Drug Product Lead. Et donc, voilà, on va commencer l'interview maintenant. Monsieur Larcy, quel est votre profil académique, s'il vous plaît? Bien écoutez, donc j'ai commencé en 2007 à l'université Mons. À l'époque, ça s'appelait l'UMH, en sciences pharmaceutiques. Donc, je pense que les étudiants qui sont présents dans ce call ont dû passer à travers les mêmes épreuves que moi. Donc, oui, j'ai fait mon bac à Mons. Ensuite, je suis parti à l'ULB pour continuer la formation, donc en suivant le master en sciences pharmaceutiques. J'ai suivi la finalité industrie. Et enfin, je pense que c'était en 2014 ou 2013. Non, c'était en 2014 que j'ai obtenu mon master complémentaire en pharmacie d'industrie, donc le programme transuniversitaire, donc avec l'ULG, l'UCL et l'ULB. Donc voilà, j'ai un profil donc de pharmacien d'industrie. Ok, merci. Où est-ce que vous travaillez, s'il vous plaît, actuellement? Donc actuellement, je travaille à UCB, donc qui est une société, une industrie pharmaceutique, grandement connue, on va dire, pour le Zyrtec ou le Keppra, voire le Cimzia. Donc c'est une industrie pharmaceutique localisée à Braine-l'Alleud. Et donc je travaille là dans le département de développement pharmaceutique. Ok. Quel est votre métier actuel? Je suis donc Drug Product Lead, donc c'est un nom assez bizarre pour finalement dire que je suis chef de projet dans le développement de drug product. C'est un profil qui est, on va dire, à mi-temps scientist, donc chercheur, et autre mi-temps, on va dire, chef de projet. Donc c'est un métier de Ok. terrain et de bureau en même temps. Ok. Quelles sont les missions principales justement de ce métier? Les missions principales, donc en fait, c'est enfin, en tant que drug product lead, plutôt la partie chef de projet, est adressée à diriger les activités de screening et de développement, des médicaments. Principalement, ce qu'on développe, ce sont, enfin, dans les industries pardon, pharmaceutiques, c'est principalement des gélules ou des comprimés. Et donc, le drug product lead gère le développement de ce genre de médicaments, mais aussi de médicaments un peu plus exotiques, qui seront destinés à être testés dans les études non cliniques et les études cliniques. Moi, je suis spécialisé plutôt dans ce qui est nouvelle entité chimique, donc des petites molécules qui doivent prouver leur sécurité, leur efficacité à travers différentes études, non cliniques et cliniques. Et ça, le taf du chef de projet, c'est de diriger ces activités de développement, ainsi que d'apporter son expertise lorsqu'il y a des petits problèmes à la production commerciale qui alimente du coup toutes les pharmacies que vous avez ici en Belgique et par ailleurs dans le monde. Dès qu'il y a un petit souci de production, ben, on nous appelle et on vient investiguer pour donner notre support scientifique à ces petits problèmes. Euh, Aussi en tant que chef de projet, donc comme je vous l'ai dit, hein, on doit diriger donc les activités de développement, mais on ne peut pas tout faire tout seul. On a notre expertise sur les médicaments, on va dire vulgairement. Donc on doit également orchestrer ces activités avec l'aide de différents départements, avec le développement analytique qui va venir analyser nos tablettes, enfin nos comprimés, pardon, avec la chimie qui nous fournit les matières premières, aussi avec les affaires réglementaires, parce que tous les médicaments qu'on teste chez l'homme vont être, on espère, par la suite enregistrés par la FDA ou l'Agence européenne des médicaments, et donc on doit beaucoup travailler avec les affaires réglementaires, forcément avec l'assurance qualité qui surveille qu'on fait tout bien dans les règles de l'art des normes GMP, également avec la production commerciale, les pharmacologues, les cliniciens, enfin voilà, c'est un boulot qui nous mène à travailler avec pas mal de différents départements. Ok.
À votre avis, quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier? Il y a plusieurs compétences qui sont nécessaires, mais elles sont assez basiques, si je puis dire. Ce sont des compétences qui sont aussi demandées dans d'autres métiers, hein. C'est tout d'abord une bonne agilité d'esprit. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec énormément de différentes personnes et surtout dans un stade assez tôt du développement du médicament. Et donc, il faut savoir réagir sur le vif à n'importe quel changement de situation. Donc, pour moi, la première chose, c'est une bonne agilité d'esprit. Il faut également avoir un bon esprit d'équipe. Et également avoir du leadership, donc être capable de prendre et d'assumer ses décisions, c'est très important en tant que chef de projet. Toujours pour la partie gestion de projet, il faut avoir de solides compétences de planification et d'organisation. Bon, parfois, on peut s'en sortir sans être vraiment très organisé, mais voilà, c'est toujours un petit plus. Et forcément, voilà, tout ce que je viens de vous dire sont des soft skills, hein, ce qui est nécessaire pour le day-to-day, mais forcément, il faut une bonne connaissance des effets des excipients sur les formulations, sur les process, sur les comportements que le médicament pourra avoir in vivo. Donc, il faut connaître la galénique. Ok. C'est un plus, oui. Ok. Peut-être que vous pourriez nous décrire une journée professionnelle type. En fait, journée professionnelle type, c'est assez varié. Enfin, il y a pas vraiment de il y a pas vraiment de standard, on va dire, dans mon quotidien. C'est tous les jours, une histoire différente. Mais, voilà, comme, moi, personnellement, je m'occupe de projets pour lesquels on vise à une optimisation de process ou de formulation. Et que je travaille aussi beaucoup sur des projets de montée en échelle entre, la production sur quelques kilos vers, des centaines de kilos. Ma journée type, c'est principalement en fait composé de réunions avec les différents départements que je viens de vous citer, pour définir et programmer des essais à faire soit dans la zone de production pilote, donc les quelques kilos, ou bien sur la zone de production commerciale où là on est sur plusieurs centaines de kilos. Des grosses discussions avec le département analytique pour savoir également quelles analyses seraient relevantes pardon, pour atteindre le but qu'on a défini. Discuter avec les techniciens qui font les manipulations, parfois avec mon aide. Mais voilà, de discuter avec eux pour avoir leur expertise sur le projet. Discuter aussi pas mal avec les affaires réglementaires. J'ai eu la chance de travailler sur un dossier de soumission ces derniers mois. Pour soumettre un nouveau médicament à la FDA. Et donc voilà, c'était pas mal de discussions aussi avec les affaires réglementaires pour travailler sur le dossier de soumission. Mais forcément, toujours lié avec ce dossier de soumission. Dans le dossier de soumission, il y a aussi pas mal il faut prouver l'efficacité, la sécurité et la qualité du médicament. Et donc, pour ça, il faut agrémenter le dossier de soumission avec des rapports de développement. Donc, la plupart du temps, j'écris mes rapports de développement, voilà, pour supporter ce dossier de soumission et sur base des différents essais qui ont été faits. Ok, merci. Euh, alors, la dernière question de notre interview, c'est finalement quels seraient vos conseils à donner donc en matière d'insertion professionnelle à nos étudiants et donc conseils à faire et à ne pas faire. Écoutez, avant de répondre à ça, je vais faire mon intéressant et je vais raconter un Ok. petit peu mon parcours professionnel, ce qui va, voilà, vous permettre de comprendre un peu mieux, ce que je vais vous conseiller. Donc, après, dès que j'ai eu mon diplôme en fait, non, j'ai plutôt allé dans ce sens-là. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais, à l'UMONS et ensuite je suis parti à l'ULB. Pour mon stage de master 2, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire ce stage chez, le professeur Blanquert. Et donc j'ai pu du coup, écrire mon mémoire sur ce stage qui s'est passé chez lui pendant, je pense, une durée de 6 semaines. Par la suite, j'ai décidé de partir, dans la montée en pharmacie d'industrie et là j'ai fait mon stage en fait, à UCB, là où je me trouve maintenant.
Et en fait, ce stage, je l'ai trouvé parce que, ayant fait mon baptême, j'étais en contact avec une personne qui était également baptisée, qui m'a proposé ce stage à UCB. Le stage s'est tellement bien passé qu'en fait, à la fin, ils auraient voulu me proposer une place en interne, mais ce n'est pas possible à cause des budgets. Donc, en fait, ils m'ont engagé comme consultant. Et une fois diplômé, en fait, j'ai travaillé pendant 1 an comme consultant à UCB. À la fin de cette année de consultance, ma mission s'est arrêtée. Et au même moment, en fait, le professeur Blanquart m'a téléphoné pour me proposer de travailler chez lui comme assistant de recherche et voilà, assistante de TP également. Donc voilà, parce qu'en fait, le stage s'étant très bien passé, le stage que j'avais fait chez lui pendant 6 semaines s'étant très bien passé, voilà, il s'est souvenu de moi et donc il m'a proposé cette opportunité. Donc je suis venu travailler à Lumons pendant 1 année, juste après avoir travaillé à UCB. Et au terme de cette année, qui était juste un remplacement pour un congé de maternité, au terme de cette année, donc j'ai eu l'opportunité d'aller travailler comme consultant à GSK, et cette fois-là dans le domaine informatique. Donc pas du tout ciblé avec le genre de formation qu'on nous donne. Toutefois, c'était une expérience enrichissante parce que j'ai travaillé là-bas comme chef de projet dans le développement informatique. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, au terme de ces 3 années, une année j'ai fait en galénique, une année en analytique, une année en informatique. Et c'est à la fin en fait de ma mission chez GSK que là, c'est une ancienne collègue du CV qui m'a téléphoné pour me dire: «Tiens, il y a une ouverture de poste chez nous, est-ce que ça t'intéresse?» Mais forcément, ça m'a intéressé. Donc voilà, ça fait du coup 3 ans que je suis à UCB, depuis depuis avoir quitté GSK. Après avoir quitté GSK, je suis arrivé à UCB. Donc voilà, comme vous pouvez voir, mon parcours est assez divers en termes de localisation et de secteur, toujours lié de proche ou de loin à l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je ne serais pas ici si je n'avais pas eu des bons stages. Du moins, si je n'avais pas pu montrer mon efficacité lors de ces stages-là. Donc en fait, tout ça pour vous dire, si je peux vous conseiller quelque chose, donc lorsque vous cherchez un stage et que vous êtes à la recherche d'un stage, vous allez sélectionner un stage, je vous conseille du coup d'avoir déjà une idée des secteurs d'intérêt que vous pourriez avoir par la suite. C'est pas facile, mais voilà, heureusement, Christine vous organise des différentes des sessions comme ceci pour vous montrer un petit peu les différents aspects de métiers que vous pouvez avoir une fois diplômé. Donc voilà, je vous conseillerais juste de commencer à réfléchir un petit peu à ce qui vous intéresserait par la suite, parce que une fois qu'on fait un stage, en général, si ça se passe bien, on a l'opportunité par la suite d'avoir un bon contact avec quelqu'un et une porte d'entrée dans le milieu professionnel. Également, une autre chose que je peux vous conseiller, c'est de montrer votre motivation et votre détermination à vouloir apprendre, parce que voilà, en tant que jeune diplômé, vous ne saurez pas encore tout. Mais il faut montrer voilà, qu'on en veut, il faut montrer sa détermination et pallier au manque d'expérience par une volonté d'apprendre. Je pense que ce sont deux qualités sur lesquelles un jeune diplômé peut miser. À l'inverse, ce que je vous déconseillerais de faire, c'est de sélectionner un stage juste parce que c'est facile. On a tous parfois cette opportunité d'avoir quelque chose de facile. On se dit pourquoi pas, ça ne fera de mal à personne. En effet, certains stages peuvent paraître plus faciles que d'autres, juste parce que c'est plus proche de chez soi ou parce que le sujet est plus facile à présenter. Je vous déconseillerais de faire ça parce que vous pourrez peut-être le payer par la suite. En tout cas, vous aurez tout à gagner à partir sur un stage qui vous intéresse et qui vous apportera une valeur ajoutée sur le marché par la suite. Et une dernière petite chose que je vous déconseillerais de faire, parce que j'ai pu le voir jusqu'à présent au niveau professionnel. Quand on débute dans une position, on a toujours ce problème d'orgueil à se dire: «Merde, on ne sait pas tout, on ne sert pas à on sert pas à grand chose durant les premières semaines». Et on a toujours on a envie de montrer qu'on sert à quelque chose, que les gens ne sont pas trompés à nous avoir engagés.
Et on a facilement ce petit tic lorsque quelqu'un nous donne un conseil ou nous raconte quelque chose, de répondre je sais, je sais, je sais, je sais. Bah, c'est pas une bonne chose. L'excès d'orgueil en début de carrière professionnelle, c'est jamais une bonne chose. Un peu d'humilité ne fait jamais mal. Voilà. C'était 4 petits conseils que j'espère que vous pourrez les suivre. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe d'abord par les questions des étudiants avant d'aller vers le petit plus? Bien sûr, bah, bon, Ok. ne le survendez pas trop, hein, c'est juste une petite Oui, présentation de 2 minutes. oui, Mais bien mais sûr. donc voilà, je vous propose de poser vos questions. Donc, soit vous levez la main et voilà, on vous donne la parole, ou alors vous pouvez écrire une question dans la conversation de la réunion. Donc, n'hésitez pas, évidemment, Monsieur Larcy est là pour ça. Voilà. Ou bien j'étais très clair aussi. Peut-être. Non, je suis jamais très clair. Donc. Par contre, moi, j'ai une question. Quand vous parliez que vous étiez consultant, donc c'était en tant qu'indépendant? Alors non, il faut enfin donc on peut le faire en freelance, mais il y a énormément de sociétés, présentes sur le marché, pour la consultance. Donc, et c'est enfin la consultance, c'est un moyen assez facile pour les industries d'avoir du personnel, on va dire, qui ne doivent pas payer directement, heu et donc il y a énormément de sociétés, ici, en Belgique. Je pense que lorsque je suis sorti des études, j'ai dû être appelé par une trentaine de différentes boîtes Ok. et c'était beaucoup plus facile à ce moment-là, du coup, de passer par une société plutôt que de me lancer en freelance. Étant Ok. très mauvais avec la paperasse, c'était pas quelque chose d'envisageable pour moi. Ok. Ben, merci. De rien. Je vois que Jonathan est en train d'écrire probablement une question. N'hésitez pas à poser toutes les questions, que ce soit sur le métier ou sur l'insertion de Monsieur Larcy. Alors, j'attends parce que... Ah, voilà. Pas de Ben, je vais souci. déjà laisser la parole donc à Cynthia. Tu peux poser ta question. Merci. Excusez-moi, Monsieur Larcy. Mmh. Là, vous avez dit que vous étiez consultant. Est-ce que le consultant, il fabrique des médicaments ou bien il vient juste, il regarde ce qui se passe, il dit si le truc il est bien, il n'est pas bien, ou bien, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà eu à fabriquer en tant que consultant? Alors, très bonne question. En effet, si je peux peut-être du coup clarifier la situation avant de te répondre. Donc en fait, consultant, c'est un statut. C'est un statut comme on pourrait être stagiaire, comme on pourrait être, engagé, comme employé. En fait, consultant, un consultant du moins dans notre société, dans notre département, un consultant est une, personne à part entière, qui fait partie intégrante de l'équipe. En fait, un consultant, c'est un moyen financier, on va dire, plus qu'autre chose. Il faut savoir que enfin, je vais juste parler, rapidement d'argent. Donc en fait, toute société a des budgets, fixes et des budgets variables. Les employés sont payés par par le budget fixe de la société. Budget variable peut monter ou descendre et en fait, c'est sur le base du budget fixe, qu'une société, gagne des points, on va dire, en bourse. Le budget variable n'impacte pas sur la bourse, on va dire, le, sur les actions de la société. Donc en fait, si par exemple une, société, a 10 employés et engage, 200 consultants, elle pourrait toujours, mieux enfin, encore une fois, ça dépend du contexte, mais elle pourrait toujours mieux, se débrouiller sur le marché qu'une société qui est, à l'inverse, à 200 employés et 10 consultants. Donc, en fait, oui, un consultant fait partie de l'équipe. Donc moi, comme, quand ils m'ont engagé comme consultant à UCB, Heu, c'était pour me donner l'opportunité de travailler chez eux sans pour autant impacter sur le budget du département.
parce qu'il ne pouvait pas m'engager comme employé. Donc oui, en tant que consultant, à ce moment-là, j'ai travaillé plutôt sur les études non cliniques et je mettais en formulation des médicaments qui étaient destinés à être testés chez le rat, aux études très early, on va dire, du développement. J'espère que ça répond à ta question, Cynthia. Du coup, si je comprends bien, le consultant, alors, il est comme l'intérimaire dans les sociétés. Genre, s'ils n'ont pas envie de prendre directement les travailleurs, ils vont demander à l'intérim de le faire. C'est exactement ça, tu l'expliques mieux que moi, en effet. Un consultant, c'est un peu comme un intérimaire, mais c'est pas un intérimaire. Parce qu'en fait, le consultant, en soi, donc, si je peux faire un lien entre le consultant et l'intérimaire, une fois que le consultant a sa mission qui est terminée, la société qui l'a engagé continue à le payer en attendant de lui trouver une autre mission. Et c'est la société de consultance qui trouve la prochaine mission une fois qu'une mission est terminée. À l'inverse, un intérimaire qui ne travaille pas, en général, n'est pas payé. Donc c'est ça la différence, la plus grosse différence qu'il y a entre l'intérimaire et le consultant. Les sociétés de consultance ont intérêt, on va dire, à continuer à payer entre deux missions parce que voilà, ça garantit à la société de consultance à garder son consultant, à garder l'expertise chez lui. Ça te répond, ça explique un peu plus? Oui, ça va. Et j'ai encore une autre question, si ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout, vas-y. Alors, vous avez dit que vous faisiez, vous êtes en industrie. Genre, normalement, on fait 5 ans pour être pharmacien. Après les 5 ans, on est pharmacien d'officine directement ou il y a une année supplémentaire à faire? Alors en effet, après, au terme des 5 ans d'études que vous allez faire, vous serez pharmacien. Et donc voilà, c'est un diplôme, hein. Donc ce diplôme vous permet de travailler. Les études que vous avez faites vous dirigent forcément un peu plus vers l'officine, parce que si c'est toujours le cas, au terme de vos 5 ans, vous allez avoir 6 mois de stage en officine. Et donc ces 5 ans d'études vous permettent de travailler principalement en officine, mais vous avez également la possibilité, au terme des 5 ans, d'aller faire différentes spécialisations. De mon temps, si je peux dire ça. On avait la possibilité de donc partir en industrie. C'était une année de spécialisation, donc un diplôme supplémentaire auquel on pouvait accéder seulement sur certains critères. Les critères étant les grades que vous avez fait pendant vos 5 ans. Donc, il y avait la pharmacie d'industrie pour 1 an. Si je ne me trompe pas, il y avait la pharmacie hospitalière pour 3 ans, il me semble. La pharmacie clinique, je ne sais plus combien de temps c'était. Bref, vous avez différents choix de spécialisation par la suite qui vous permettent d'avoir un diplôme supplémentaire. Toutefois, ce n'est pas parce que vous êtes pharmacien d'industrie que vous ne pouvez pas travailler en officine, et à l'inverse, c'est pas parce que la spécialisation d'1 an que vous ne pouvez pas travailler en industrie. C'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui vous garantit ou qui vous oblige à aller d'un côté ou de l'autre. En fait, historiquement, cette formation que j'ai faite, pharmacien d'industrie, c'est une formation qui permet de devenir QP, personne qualifiée, pharmacien qualifié. Donc en fait, c'est cette personne, le QP, c'est la personne qui vient signer un lot de production, et enfin sur base des résultats du contrôle qualité, et qui voit, tiens, le médicament remplit toutes les exigences qu'on a pu voir en laboratoire, et donc je signe pour mettre ce lot sur le marché. Ça, c'est le boulot du QP, de la personne qualifiée, et ce boulot n'est uniquement accessible que par la formation que j'ai faite, pharmacien d'industrie. Toutefois, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, car lors de mon stage, j'ai pu voir que en fait, c'était plutôt le développement qui m'intéressait, et pas la qualité, on va dire, enfin pas le secteur de la qualité. C'est donc pour ça que j'ai plutôt été dans le développement. Donc, si je comprends bien, une fois en pharmacie industrie, il y a encore plusieurs branches. Et là, vous avez parlé de votre master complémentaire. Est-ce que c'est ça que vous appelez l'année de
pharmacien industriel ou après le master complémentaire, il y a une autre année pour être pharmacien industriel? Non. Alors en effet, donc il y avait juste les 5 ans de pharmacie, et puis j'ai fait un an un an, c'était donc le master complémentaire en pharmacie d'industrie. Donc c'était 5 ans plus 1, et donc au total, après ces 6 années, enfin cette année, vu que j'ai doublé une année, cette année d'études, j'ai commencé à travailler directement à UCB. Et est-ce qu'il y a un examen d'entrée pour le master complémentaire ou c'est ouvert à tous les pharmaciens? Ça, je ne sais pas te dire si ça a changé depuis, mais à l'époque, il n'y avait pas d'examen d'entrée. Tu pouvais accéder directement au master. Si je me rappelle bien, il fallait avoir une distinction pour une des années de master. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé les critères d'entrée. Pour ça, François Dufrane pourra vous renseigner mieux que moi. Je pense qu'il travaille toujours à Lumons, hein. Oui, le nom, ça me dit quelque chose quand même. Oui, je pense qu'il doit donner cours en 3e année de CPO. Enfin, si ça n'a pas changé encore une fois. D'accord, merci. Donc voilà, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de François Dufrane pour super, merci. Vous pouvez toujours vous renseigner auprès de François Dufrane pour en savoir un peu plus sur la formation de pharmacien d'industrie. Merci. De rien. Alors, ici, j'ai la question de Jonathan. Donc, en fait, concrètement, dans l'industrie, quels sont les différents domaines dans lesquels on peut exercer en tant que diplômé pharmacien industriel? Eh bien, en fait, je pense avoir un peu répondu à la question. Donc, en fait, en tant que pharmacien d'industrie, la formation qui est pour nous et pour personne d'autre, c'est la position de QP. Donc, c'est cette personne qui vient signer pour dire qu'un lot est conforme et peut être mis sur le marché. Ça, c'est la position pour le pharmacien d'industrie. Toutefois, en tant que pharmacien d'industrie ou pharmacien tout court, enfin plutôt encore une fois, le pharmacien, une fois qu'on a le master complémentaire, ça ouvre plus de portes, mais voilà, comme je vous l'ai dit, en tant que pharmacien, tout reste ouvert également. Mais donc les différents secteurs concrètement, donc moi je travaille dans le développement pharmaceutique, et donc c'est la mise en formulation des composés chimiques. En tant que pharmacien, vous pouvez également, j'ai des collègues dans le département analytique. Voilà, étant passé chez le professeur Blanquert, j'aurais très bien pu rester dans cette filière et rester dans le développement analytique en industrie. Donc ça, c'est pour la partie développement. Comme je vous l'ai dit également, j'ai travaillé dans le développement informatique. Donc là, vous pouvez également vous pouvez également retrouver des pharmaciens, mais c'était plutôt pour les aspects gestion de projet que j'avais été engagé. Quoi d'autre? Principalement, donc je vous ai dit, hein, on est plus ou moins formés à être QP, ce qui veut dire qu'on peut également travailler dans l'assurance qualité. Donc, typiquement, s'assurer que des productions ou des instances de production respectent les normes GMP. Donc, GMP, c'est Good Manufacturing Practices. C'est un recueil, on va dire, une guidance à suivre pour pouvoir mettre un médicament sur le marché. Et donc, c'est s'assurer qu'il y a une bonne traçabilité des données, que l'environnement est propre, ce genre de choses. Donc, c'est l'assurance qualité qui s'occupe de ça. Et donc, il y a beaucoup de pharmaciens en assurance qualité. J'ai d'ailleurs eu une copine qui était avec moi à Lumons, qui a fait la même formation que moi, qui travaille dans la même société que moi, mais elle en assurance qualité. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, en assurance qualité, il y a aussi pas mal de positions possibles pour un pharmacien en production. Être chef de production et diriger une équipe d'opérateurs ou de techniciens pour faire la production commerciale. Quoi d'autre? De marketing aussi. En fait, pour tout ce qui est marketing, il faut suivre certaines normes. Voilà, vous entendez souvent sur Spotify quand il y a une pub du Darren, la moitié de la pub c'est les effets secondaires, ce genre de choses. Voilà, ce sont des pharmaciens qui sont derrière ça, qui disent tiens, il faut appliquer cette règle-là pour la pub d'un médicament. Donc voilà, encore une fois, le marketing
est une possibilité. Les affaires réglementaires, j'ai des collègues pharmaciens dans les affaires réglementaires également. Donc en gros, si je peux te dire, je pense que dans tous les secteurs de l'industrie pharmaceutique, un pharmacien peut travailler. C'est un peu plus compliqué dans la partie pure chimique, parce que on n'est pas des chimistes, on n'est pas des ingénieurs chimistes non plus. Donc c'est un peu plus compliqué d'avoir un pharmacien là-bas. Toutefois, c'est pas impossible. Au fur et à mesure de votre expérience professionnelle, vous allez certainement développer des compétences de manager peut-être, qui vous permettront de devenir chef d'une équipe dans n'importe quel genre de département. Mais par définition, par formation, vous êtes apte à travailler dans n'importe quel secteur du domaine pharmaceutique. Ok. Jonathan, est-ce que la réponse de Monsieur Larcy te convient? Il est en train d'écrire. J'imagine que ça doit faire plaisir d'entendre ça. Mais il ne faut pas hésiter à prendre la parole, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra, mais rien que le son. Voilà, donc pour lui, c'est plus clair, donc il vous remercie. Voilà, est-ce que... Ah, voilà. Émilie, tu peux prendre la parole. Je me demandais à partir de quel moment vous avez su que vous vouliez aller dans cette filière? Dans le développement, c'est, écoute, une fois que je m'en suis rendu compte une fois après avoir quitté GSK en fait. Ayant fait 3 différentes filières, je me suis rendu compte au terme de la 3e année qu'en fait c'était vraiment la formulation qui m'intéressait. Donc oui, forcément c'est un peu tard, on va dire, pour savoir si quelque chose nous plaît, mais bon, c'est toujours intéressant de se rencontrer à un moment. C'est pour ça que du coup, si je peux vous conseiller également quelque chose, le principe de la consultance, c'est plutôt pas mal pour pour aller voir dans différents secteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, un consultant, c'est une personne qui est placée de mission en mission en fonction des demandes de clients, un peu comme un intérimaire, mais d'une autre manière. Et l'avantage de la consultance, en fait, c'est que vous pouvez très bien faire des missions de 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, chez un client. Et donc, c'est un super système quand on est jeune diplômé, parce que de 1, ça paye bien, ça donne l'opportunité d'avoir une voiture et une carte essence. En général, c'est le package qu'on offre à tout jeune diplômé dans les boîtes de consultance. Et donc, voilà, vous pouvez faire 6 mois d'un côté, enfin à GSK, 6 mois à Baxter, 6 mois à UCB. Ça vous permet de voir différents environnements, de grimper en expertise et aussi de vous rendre compte ce qui vous plaît vraiment. Donc, voilà, c'est un système que je vous conseillerais également de suivre. Toutefois, si vous avez l'opportunité d'être engagé directement en interne dans une société pharmaceutique, c'est peut-être meilleur de choisir ce choix-là. Émilie, est-ce que ça correspond, ça répond à ta question? Oui, ça va, merci beaucoup. De rien. Moi, par contre, quand est-ce que qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de faire un master complémentaire en pharmacie, dans l'industrie, en fait? En fait, c'est parce que je m'étais rendu compte au terme de mes 6 mois de stage en officine que je ne pensais pas que c'était quelque chose fait pour moi. J'étais toujours encore, enfin, je le suis encore, j'espère. J'étais curieux. Je voulais apprendre je voulais continuer à apprendre des choses. Et j'avais peur que rester en officine me limite d'une certaine manière. C'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de poursuivre mes études. Et d'une part parce que j'avais envie d'étudier plus aussi. Et d'autre part parce que voilà, je voulais vraiment me diriger vers l'industrie ou la recherche. Et donc un doctorat ou un master complémentaire était plus indiqué pour moi après mes 5 années d'études. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que Mathieu est connecté. Mathieu, tu n'aurais pas une question en souvenir du bon vieux temps? Mathieu était un étudiant lorsque j'étais... Tout de suite, non. Non, foire.
Donc voilà. Ce que je propose, c'est que Monsieur Larcy, vous présentiez votre petite présentation. Et puis après, s'il y a encore d'autres questions, les étudiants pourront encore les poser. Ça vous convient? Ça va très bien. J'ai juste préparé la slide. Voilà. Alors, en tout cas, merci pour ces questions, cette introduction. Voilà, s'il y a d'autres questions, on peut revenir là-dessus par la suite. J'ai proposé à Christine de vous montrer en 2 minutes, j'espère faire ça en 2 minutes, le développement d'un médicament. Donc, bon, voilà, c'est juste une slide théorique, mais juste un peu plus pour vous expliquer le contexte du développement d'un médicament. Alors, je partage mon écran. Tac, 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 celui-là. Donc, vous avez ici une slide qu'on peut retrouver facilement sur Internet. C'est juste voilà, pour vous expliquer un peu plus le contexte. Donc, en fait, pour mettre un médicament sur le marché, en général, il faut, en moyenne, on dit qu'il faut 13 ans. Sur ces 13 ans de développement, c'est depuis la mise du brevet sur la molécule jusqu'à la mise sur le marché. Il faut savoir que un brevet dure 20 ans. Et que sur les 20 ans, si on en bouffe déjà 13 sur le développement, il nous reste que 7 ans pour rentabiliser entre guillemets l'investissement qu'on a pu mettre sur ce développement. Donc c'est pour ça qu'en fait le développement d'un médicament, c'est un peu une course contre la montre pour d'une part pour le patient, mais aussi d'autre part, on va pas le cacher, d'autre part aussi pour gagner de l'argent pour l'industrie. Donc ici, vous avez un résumé de tout le développement. Hein. Donc, ouais, il y a une valeur chiffrée en termes de prix, mais bon, ça je ne vais pas trop vous en parler. Il y a aussi une certaine estimation du temps. Mais en fait, tout le développement d'un médicament commence tout d'abord par l'identification de la cible. Donc, par exemple, si on veut jouer sur la douleur, on va s'intéresser à tiens, quel récepteur de la douleur on va targeter. On identifie cette cible, on la valide et on la sélectionne via un criblage informatique. Donc, on sait que la cible ressemble à ma main, on va dire, et donc on va chercher avec des outils informatiques différentes molécules qui peuvent prendre la forme de ma main et qui auront du coup un effet sur la cible. Tout ça se fait principalement en modèle informatique, aussi par de la recherche sur des publications et des petits modèles en laboratoire. Une fois qu'on a découvert la cible et qu'on a sélectionné du coup une fois qu'on a validé la cible, on se retrouve avec quelques centaines de composés qui jouent sur cette cible et qui peuvent potentiellement la moduler. Sur ces centaines de composés, on va aller commencer à les investiguer, à voir si ces composés sont fabricables facilement en quelques étapes de synthèse chimique, ou si au contraire c'est quelque chose d'un peu trop compliqué. Dans ce cas-là, en général, on les balance à la poubelle. Donc sur ces quelques centaines de composés, on évalue ça, la faisabilité de la fabrication. On fait aussi quelques études de solubilité pour voir si le composé sera facile à mettre en formulation, s'il sera facile à administrer, parce qu'il faut le rappeler, un médicament n'est actif que lorsque la molécule est soluble. Si vous avalez une pierre, je ne pense pas que votre teneur en calcium dans le corps va se utiliser pour pouvoir être absorbé. Donc voilà, c'est la même chose pour les médicaments. Sur ces quelques centaines de molécules, on fait un tri et on vire les molécules qui sont trop compliquées ou qui ne donnent pas beaucoup de chances de donner un médicament à la fin. Puis on se retrouve avec une petite dizaine de molécules qui elles, prouvent leur faisabilité. De par la littérature, on voit qu'elles peuvent potentiellement donner quelque chose. Les modèles informatiques ont également prédit un bon effet sur la cible. Donc on se retrouve du coup avec quelques candidats, une petite dizaine de candidats, qui eux vont rentrer dans le développement préclinique.
Dans le développement préclinique, on veut voir si la molécule est active, est efficace sur des modèles animaux. Donc, par exemple, on travaille sur une molécule on est en train de développer ici une molécule pour la maladie de Parkinson. Donc, en fait, on a travaillé sur des modèles, enfin, sur une race de chiens qui développe la maladie de Parkinson, et on évalue du coup l'efficacité de cette molécule sur les chiens parkinsoniens pour voir si ça a un effet. Pour ces essais précliniques, ce qu'on fait au niveau du développement, c'est qu'on essaie de mettre en formulation la molécule soit en solution, et donc du coup on vient l'injecter en intraveineuse, soit en formulation, en suspension. Donc on vient mélanger la poudre avec un véhicule de suspension, on passe aux ultrasons cette suspension pour venir casser pour venir réduire la taille de la poudre et faciliter la mise en suspension, et ensuite on l'administre aux animaux. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait au niveau du développement préclinique. Et là, encore une fois, on fait un tri. Et on ne prend que les molécules qui, d'une part, ont montré qu'elles n'étaient pas trop toxiques, et d'autre part, qui sont actives chez le modèle animal. Une fois qu'on a fini le développement préclinique, qu'on connaît bien la toxicité de la molécule, qu'on connaît bien son efficacité chez l'homme, chez l'animal, pardon, ben, on arrive chez l'homme. Et donc, on arrive dans les études cliniques de phase 1, qu'on appelle également First Time in Human, First in Man, First in Human. Voilà, ce sont les études de clinique de phase 1. Et ces études sont menées sur des hommes, hommes masculins, sains, qui ne présentent pas du coup la maladie, et on vient leur administrer 1/10, on va dire, de la dose qui a été étudiée chez l'animal, pour s'assurer d'une part que toute la pharmacocinétique et la pharmacodynamique qu'on a pu voir chez l'animal s'applique en effet chez l'homme. Une fois qu'on est sorti de la phase 1 et qu'on a vérifié bien la sécurité de la molécule, on vient administrer cette molécule à un plus gros nombre de patients cette fois-ci, donc des personnes, on va reprendre l'exemple, à des patients parkinsoniens, et on vient leur administrer cette molécule, soit en comparaison d'un placebo, soit en comparaison d'une autre molécule pour le même genre de traitement. Et là, on vient vérifier l'efficacité de la molécule. C'est souvent en phase 2 qu'une molécule, on va dire, se casse la gueule, parce qu'en fait, c'est uniquement en phase 2 qu'on peut se rendre compte de la vraie efficacité de la molécule chez le patient. Et si au final, il y a une molécule qui n'est pas aussi efficace qu'on l'attendait, ou qui n'est pas efficace du tout, toutes les années ici de développement au préalable, elles ont servi à rien. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie. On a perdu ce genre de molécule, on a perdu une molécule à ce genre de phase ici il y a 6 mois, et en effet c'est un gros crash lorsqu'on apprend ça, mais bon. Patient first, hein. Si la molécule n'est pas efficace, ça nous donne l'opportunité de travailler sur une autre molécule qui, elle, serait efficace pour le patient. Enfin, lorsqu'on a pu prouver l'efficacité de la molécule chez quelques centaines de patients, on arrive en phase 3, en étude clinique de phase 3, où là, la molécule est administrée à différentes parties du monde, sur des plus gros groupes de patients, vraiment pour s'assurer qu'on a bien pris en compte tous les effets secondaires, qu'on est certain de l'efficacité, qu'il n'y a pas une meilleure efficacité dans la population asiatique que dans la population caucasienne, par exemple. Et c'est seulement à ce moment-là, à la fin de la phase 3, qu'on peut du coup filer, donc écrire le dossier de soumission pour les autorités, donc la FDA ou l'Europe. Et donc là, à ce moment-là, on rentre en phase 4. Mais donc là, il n'y a plus rien à faire au niveau du développement, c'est juste la surveillance post-marketing. Et donc c'est seulement à ce moment-là, donc après plus ou moins 13 ans de développement, qu'on peut enfin trouver une molécule, la molécule sur laquelle on a travaillé dans les officines. Donc moi, en tant que drug product lead, je travaille plutôt de cette partie-ci, développement en préclinique, à la phase 3, également un peu en phase 4, car je travaille également sur l'amélioration de l'amélioration de process pour des molécules qui sont déjà disponibles dans les officines.
Donc voilà, désolé, ça a duré plus que 10 minutes, mais voilà, c'était juste pour vous montrer ce genre d'histoire. Et voilà, comme ça vous comprenez un petit peu mieux où peut se retrouver le pharmacien. Hein. On peut le trouver en production, en développement, en assurance qualité, parce que l'assurance qualité intervient partout ici. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant, en tout cas de mon point de vue. Je suppose que pour les étudiants aussi. Est-ce qu'un ou une étudiante a des questions, que ce soit sur l'interview ou sur la présentation du slide? Apparemment, vous avez été très clair. Ça arrive. Voilà. Bon, mais si vous n'avez plus de questions, à moins que M. Larcy ait peut-être quelque chose encore à dire en complément. Je n'ai rien à dire en complément, mais toutefois, si par la suite vous avez une question qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me contacter. Donc mon adresse, je vais vous la mettre ici dans le chat. Donc voilà, en tout cas un grand merci de m'avoir invité à cette session. J'espère qu'elle vous a été instructive. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite, malgré cette période Covid. Bon courage pour les examens. Et voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que il faut être agile à cette période de la vie. Lorsque vous serez diplômé, soyez agile, soyez curieux. N'hésitez pas d'aller investiguer différentes pistes. Je suis personnellement très heureux et très fier de mon parcours à la sortie de mes études, où j'ai pu voir du coup ces différents aspects du travail du métier de pharmacien. Donc voilà, je vous encourage à faire la même chose. Et puis Mathieu, dis bonjour à toute l'équipe de ma part. Autant de leur part, hein, je leur remettrai en tout cas. Nickel, merci. Salut. Voilà, donc Monsieur Larcy, un grand merci pour ce partage d'expériences, de conseils, d'informations. Merci aussi aux étudiants qui ont participé à cette présentation. Et donc voilà, si vous avez par la suite des questions, voilà, Monsieur Larcy a laissé son adresse mail, sinon vous pouvez passer par moi et je ferai l'intermédiaire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir.